Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Au-dessus de 3500 mètres, vous avez un autre monde qui s'ouvre. Vous avez les vastes plateaux du Titicaca, qui est un domaine ancestral de multiples sociétés andines. Ces plateaux sont froids, secs, balayés par le vent, mais extraordinairement fertiles autour des lacs. Le lac Titicaca, d'ailleurs lui-même, est un véritable miracle climatique. Cette gigantesque masse aquatique tempère le climat et rend possible l'agriculture. C'est dingue, mais c'est possible. Et autour de ces rives, vous avez les anciens Andins qui inventent un système prodigieux, ce qu'on appelle les champs inondés, waru, qui protègent les cultures du gel nocturne. C'est fort quand même. Les Incas héritent donc de cette tradition, mais ils ne parviennent pas à en maintenir l'usage après la conquête espagnole. La conséquence de cette mosaïque écologique est capitale. Aucune région en fait ne peut vivre seule, ça c'est important. Les hauteurs n'ont pas de maïs, la côte n'a pas d'animaux de bas, les vallées n'ont pas de sel, la Puna manque de fruits et de coca, le Piémont manque de céréales, et donc ce système, c'est vraiment le cas, c'est un système, oblige les sociétés andines à échanger, à circuler, à coopérer ou se faire la guerre, bien sûr. Les Incas, eux, élaborent la solution la plus ambitieuse, absorber tous les écosystèmes dans un même état et organiser les déplacements humains et matériels à grande échelle. C'est ça le cœur du génie Inca, une gigantesque machine logistique fondée sur la complémentarité verticale. Et les Incas quand même ont beaucoup de mal à intégrer ces régions. C'est la conquête de Quito qui sera la dernière grande campagne en fait Inca, celle qui précède immédiatement en fait l'arrivée des Espagnols. Le Tahuantinsuyu, donc comme je disais, c'est toujours difficile à prononcer, n'est pas une unité géographique simple, ce fameux empire n'est pas une unité géographique simple, c'est finalement un ensemble de déserts, de hauts plateaux, de vallées profondes, de côtes maritimes, de forêts tropicales, de steppes glacées. Cette fragmentation aurait pu en fait empêcher toute forme d'unité, mais les Incas vont en faire le moteur d'une administration unique au monde en organisant les routes, les relais, les distributions de ressources, les déplacements de population, les centres provinciaux et, encore une fois, la centralisation de Cusco. L'Empire Inca repose sur un paradoxe donc. Il est né dans l'un des territoires les plus difficiles du monde et pourtant il en a tiré une puissance sans équivalent. Ils ont réussi à transformer quand même cette diversité écologique en force politique, en unifiant des mondes naturels radicalement différents, en un seul système économique cohérent, j'insiste, ils ont conquis non pas un pays mais une verticalité, un gradient climatique si j'ose dire, un ensemble d'écosystèmes. Si l'Empire Inca peut sembler immense, presque impossible à gouverner, eh bien c'est parce qu'il repose sur un centre, une matrice, un cœur battant dont chaque artère, chaque route, chaque loi, chaque cérémonie part comme d'un soleil, si vous voulez. Ce centre, c'est Cusco, la capitale sacrée, la demeure des dieux, la ville qui ne ressemble à aucune autre dans les Amériques pré-hispaniques. La capitale, c'est une cité religieuse, une sorte de conservatoire de la mémoire des souverains incas. Mais avant d'être une ville, Cusco, c'est une idée, une vision du monde. Pour les Incas, c'est pas seulement le siège du pouvoir politique, c'est le centre cosmique du monde. C'est pour ça que je parlais de soleil. L'axe qui relie les vivants, les morts et les dieux. Et contrairement à Tenochtitlan, souvenez-vous, chez les Aztèques ou aux cités classiques mayas, Cusco n'est pas une ville stratifiée avec des quartiers marchands, des rues rectilignes, des zones artisanales, etc. Non, c'est un lieu de prestige, d'apparat, de mémoire. Si vous voulez, c'est une ville rituelle plus qu'une ville fonction. Elle occupe un site singulier, lové à 3450 mètres d'altitude quand même dans la vallée du Watanay, et surtout, elle a une structure duale fondamentale. Vous avez la partie haute, Anan, avec les fonctions religieuses politiques, et la partie basse, Urin, avec les soldats et les fonctions plus ordinaires. Cette division reflète une conception andine très ancienne. Chaque communauté, chaque vallée, chaque famille même se partage en deux moitiés complémentaires, donc, et Cusco n'échappe pas à cette règle cosmique. Le cœur de la ville se niche donc entre deux cours d'eau canalisés, le Watanay et le Tulumayu.
Cusco n'est pas très étendue, elle se concentre plutôt sur un noyau très dense de palais, de temples et de résidences aristocratiques. Ces 15 à 20 000 habitants ne représentent qu'une petite fraction de la population totale des environs, qui elle peut atteindre près de 100 000 personnes, en comptant les faubourgs, les villages, les terrasses et les domaines royaux qui entourent la capitale. Donc la ville proprement dite n'est fréquentée que par les nobles, les prêtres, les serviteurs de l'élite, les contingents qui sont liés au culte et les délégations provinciales au moment des cérémonies. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Cusco ne comporte pas de pyramide, aucun édifice comparable à Teotihuacan ou au Grand Temple de Mexico. Tout y est plus horizontal, plus intégré, si j'ose dire, au paysage. L'unité de base s'appelle la cancha. C'est un ensemble de bâtiments rectangulaires à une seule pièce organisés autour d'une cour entourée d'un mur d'enclos. Même les palais royaux et les temples respectent cette logique. On y vit, on y administre, on y reçoit, toujours autour d'un espace intérieur protégé de l'extérieur. Il n'y a pas de rues larges, mais plutôt des passages étroits entre des murs en pierre souvent très hauts. L'impression d'ensemble, c'est un peu celle d'un labyrinthe sacré où seuls les nobles pouvaient prétendre circuler librement. C'est l'une des caractéristiques les plus stupéfiantes de Cusco. Le palais des morts, des demeures éternelles, etc. Chaque roi inca possède son palais et ce palais reste actif après sa mort. Les momies des souverains extrêmement vénérés y sont conservées, entourées d'immenses quantités de richesses, des statues d'or, des vaisselles d'argent, des parures, des objets cérémoniels. Chaque lignage conserve son propre domaine politique, économique et mémoriel. Ça signifie que dans cette ville, les morts cohabitent avec les vivants. Politiquement, c'est immense. Les familles royales doivent gérer leurs domaines respectifs, ce qui crée des rivalités permanentes que l'Inca en exercice doit contenir. Cusco, c'est donc autant une ville des vivants qu'un sanctuaire des ancêtres. Et vous avez les deux grandes places, alors accrochez-vous, Oca-Yapata et Cuchipata. Oca-Yapata, c'est la place du repos, c'est la grande place, la place du repos. Elle fait 190 par 165 mètres, elle est pavée, elle est bordée de palais, elle est utilisée pour les banquets, les rites et les processions. Et elle sert de décor aux grands banquets, si vous voulez, rituels. Et elle se prolonge vers l'est par Cuchipata, la place des réjouissances, où se déroulent les grandes célébrations militaires, notamment les triomphes après les campagnes de conquête. Eh bien, à elles deux, elles forment le centre nerveux du rituel inca, un espace où l'Empire se donne en spectacle, où les peuples provinciaux viennent voir Cusco, voir l'Inca, voir la puissance impériale. Au nord de la ville s'élève l'un des monuments les plus impressionnants du monde andin, là aussi, accrochez-vous, Sacsayhuaman, gigantesque complexe de terrasses, murailles et tours. Et bien même les Espagnols, qui sont quand même peu enclins à admirer la culture qu'ils vont conquérir, restent stupéfaits. Pedro Sancho, l'un des Espagnols, laisse un témoignage saisissant. Beaucoup d'Espagnols assurent n'avoir vu aucun autre édifice comme elle, ni un château si bien fortifié. Les pierres sont si énormes qu'elles semblent être des morceaux de montagne. Aujourd'hui encore, les pierres cyclopéennes de Sacsayhuaman, certaines dépassent les 100 tonnes quand même, défient l'imagination, plus de 100 tonnes par pierre. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? On ne sait pas. C'est pas seulement en plus une forteresse, c'est un symbole de la puissance inca, de leur maîtrise technique et de leur capacité à dominer la montagne. Autour du noyau urbain, les Incas transforment toute la vallée du Huatanay. Vous avez des terrasses agricoles, des canaux d'irrigation, des greniers, des villages de paysans, des résidences de campagne de l'aristocratie, des sanctuaires, des espaces cérémoniels. Tous les rois, depuis Wiracucha jusqu'à Huáscar, possèdent des résidences de campagne dans un rayon de 70 km autour de Cusco. Certaines sont de véritables merveilles d'ingénierie hydraulique. Vous avez des fontaines sculptées, des cascades artificielles, des bassins, des parcs forestiers, des réserves de chasse. Tout ça est incroyable. Le site le plus célèbre, évidemment, c'est le Machu Picchu, construit par Pachacuti, où on retrouve cette esthétique royale, des eaux maîtrisées, des terrasses, des temples, des résidences de nobles. Il paraît que quand on a vu Machu Picchu, c'est extraordinaire, on en revient totalement changé. C'est pas une ville, Machu Picchu, c'est donc un domaine royal, un lieu de retraite et de cohésion de l'élite. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.